Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Alors, nous allons voir maintenant la structure des étoiles. Alors, nous allons prendre une étoile typique, le Soleil, qu'on connaît bien, puisqu'on a pu l'étudier de près. D'abord, quelques chiffres, pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Alors, le Soleil est grosso modo une sphère, un peu aplatie au pôle, un peu plus que la Terre d'ailleurs, dont le rayon fait environ 695 980 km, donc presque 1 million de kilomètres de rayon. Sa masse est considérable, c'est 2000 milliards de tonnes. C'est énorme. C'est 330 000 fois la masse de la Terre. La puissance rayonnée est de 400 milliards de mégawatts. Un mégawatt, c'est 1 million de watts. Pour vous donner l'idée, une très grosse centrale électrique, typiquement une grosse centrale nucléaire, produit environ 100 mégawatts. Et là, on est à 400 milliards de mégawatts. Donc c'est énorme. En une seconde, le Soleil consomme 370 millions de tonnes d'hydrogène, qui est converti en hélium. Alors, ça paraît énorme, 370 millions de tonnes à chaque seconde. Mais quand on compare aux milliards de tonnes du Soleil, ce n'est pas grand-chose en réalité. L'âge du Soleil, c'est environ 4,5 milliards et demi d'années. Ça veut dire que si on fait le calcul, il a consommé 2 millièmes de % de sa masse d'hydrogène. Donc c'est rien du tout. Un petit détail près. La consommation se fait essentiellement dans le cœur du Soleil, qui est petit. C'est la zone suffisamment chaude au centre pour produire les réactions thermonucléaires. Et dans ce cœur, il a déjà consommé à peu près la moitié de son hydrogène. Quelle est la structure du Soleil? Alors le Soleil, c'est donc une grande sphère avec un petit cœur qui est à 15 millions de degrés, une zone dite radiative, on va voir pourquoi, puis une zone dite convective et une fine couche appelée photosphère. La photosphère, elle, étant à environ 6000 degrés, la surface. C'est donc dans ce cœur, à 15 millions de degrés, que se produisent les réactions thermonucléaires que nous avons vues. Dans la zone radiative, le résultat de ces réactions nucléaires se propage dans la zone radiative. Il y a les neutrinos qui, eux, s'échappent très facilement. Ils traversent tout le Soleil et s'enfuient. C'est une énergie, vous pourrez dire, perdue. Et les rayons gamma, qui constituent l'essentiel du reste de l'énergie qui est produite et qui s'échappe du cœur, ces rayons gamma sont très durs et se propagent dans la zone dite radiative. Cette propagation ne se fait pas facilement, parce que la zone radiative est au centre du Soleil, elle est encore assez dense, elle est constituée d'un plasma de particules chargées électriquement qui interagissent très bien avec du rayonnement électromagnétique, donc avec des rayons gamma. Et donc il se produit constamment, dans cette zone, il se produit constamment des collisions entre des particules chargées, des électrons, des protons, et les rayons gamma. À chaque collision, les rayons gamma perdent un petit peu d'énergie qui est communiquée aux particules et qui servent à chauffer le Soleil. Ces rayons gamma vont perdre tout doucement de l'énergie, se transformer en rayons X, puis en rayons ultraviolets, puis en photons de lumière visible, et puis être totalement absorbés. Comme ces collisions sont très nombreuses et que le Soleil est immense, c'est la progression de ce rayonnement dans cette zone qui est très peu mobile, c'est essentiellement du rayonnement qui se propage dedans. Cette propagation est très lente, de collision en collision, de proche en proche, d'atome en atome, et le rayonnement met en tout
la chaleur, l'énergie produite, met environ 10 millions d'années pour le traverser. C'est beaucoup. Il faut 10 millions d'années pour que l'énergie produite ici arrive à la sortie de la zone radiative. Puis on arrive dans la zone convective. Ici. Cette zone se rapproche de la surface. Elle est moins dense. La pression y est plus faible. Et donc le fluide, le plasma, peut se déplacer plus facilement. Il se produit alors des phénomènes de convection. Cet analogue, donc en fait, il est chauffé par le bas, par la zone radiative, et il perd l'énergie à sa surface. Donc c'est un peu comme de l'eau que l'on fait chauffer dans une casserole. Quand on fait chauffer un fluide, un liquide, de l'eau, du lait dans une casserole, l'eau, le lait se met en mouvement. La matière chauffée devient plus légère, monte par poussée d'Archimède et arrive à la surface, puis elle refroidit et redescend. Ce qui forme des cycles, des boucles de convection. C'est aussi le phénomène qui se produit pour notre atmosphère. Le Soleil chauffe essentiellement la base de notre atmosphère à travers le sol, l'eau des océans, ce qui provoque des mouvements des masses d'air, des convections, qui donnent le vent ou des cyclones, ou des tempêtes, ou des tornades. De plus, le Soleil est en rotation sur lui-même et il tourne même assez vite. Ce qui fait que les mouvements de convection dans cette zone-là sont assez chaotiques. Ils ne sont pas bien réguliers, ils sont de grosses perturbations un peu dans tous les sens. Il faut savoir que la convection est très efficace pour transporter de la chaleur. Le rayonnement a bien du mal à progresser dans la zone radiative, mais là, la chaleur est directement transportée par le fluide qui est en mouvement, ce qui est très efficace. C'est vrai aussi d'ailleurs dans de l'eau dans une casserole ou dans le mouvement de l'air dans l'atmosphère, la convection est toujours très efficace pour transporter la chaleur. Celle-ci atteint alors la surface du Soleil où cette énergie est transformée en lumière, en vent solaire, en éruption solaire, etc. Notons que le volume total de la zone convective est important, ça représente environ 70% du volume du Soleil. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment sait-on cela? Parce que je vous ai parlé là de l'intérieur du Soleil. Évidemment, personne n'a été voir. Alors comment le sait-on? Parce qu'on a deux choses. D'abord, il y a les observations. On peut observer le rayonnement émis par le Soleil, on peut observer le vent solaire, on peut observer les éruptions, les taches solaires, on peut aussi mesurer les neutrinos émis par le Soleil et qui, eux, viennent directement du cœur. On peut observer aussi des images très fines. Cela montre ce qu'on appelle des granules. La surface du Soleil est granuleuse. Ce sont en fait les cellules de convection. Chaque cellule de convection qui remue produit une zone appelée granule, qui se voit très bien sur des images de haute résolution. On connaît aussi les vibrations du Soleil, qui nous donnent des informations de type analyse sismique, grâce aux vibrations qui se propagent dans toute la masse du Soleil. Ces vibrations dépendent de la température, de la pression, de la densité du plasma, du fluide, et donc nous donnent des informations sur l'intérieur du Soleil. L'autre source d'informations qu'on a, ce sont les théories physiques. Essentiellement trois. La mécanique des fluides, qui décrit comment un fluide bouge, se déplace en fonction de la pression, de la température ou des variations de densité. C'est ce qui est utilisé pour les calculs météo, c'est ce qui est utilisé pour modéliser sur un ordinateur
le mouvement de l'air sur un avion. Donc, la mécanique des fluides est une source d'information importante. La physique des plasmas, et en particulier ce qui lui est associé, la théorie du champ électromagnétique. La physique nucléaire. Et ces théories sont très solides. Elles ont pu aussi être étudiées, en plus dans des applications pratiques, mais aussi en laboratoire, où on peut reproduire des conditions qui règnent dans le Soleil. Même celle du cœur, hein, c'est un peu plus difficile évidemment. On étudie ça surtout avec la fusion dite inertielle. Peu importe ça, l'important c'est qu'on a ces théories qui nous décrivent la physique de l'intérieur du Soleil. On peut les mettre tout ensemble pour construire un modèle, qu'on traduit en modèle numérique, qu'on peut faire tourner sur ordinateur. On peut alors confronter les deux sources d'informations. Les modèles fournissent des données, on a toutes les observations dont j'ai parlé, et on peut confronter les deux. On peut alors dire, c'est pas tout à fait juste, on a sous-estimé ou surestimé tel effet, on peut alors affiner le modèle. Et de proche en proche, ainsi par étapes, on obtient un modèle qui donne très bien les données observées. J'ai oublié aussi qu'on mesure aussi le champ magnétique du Soleil. Donc, on obtient des données, un modèle très précis qui donne alors vraiment le bon fonctionnement du Soleil. Ensuite, nous avons la zone, la photosphère, qui est environ à 6000 degrés. Alors, celle-ci émet de la lumière. Alors, comment est-ce qu'elle émet de la lumière? Puisque, en fait, la zone radiative absorbe pratiquement tout le rayonnement qui vient du cœur. Mais le plasma du Soleil est formé de particules chargées électriquement. Or, toute particule chargée qui est accélérée, donc qui change de mouvement ou qui est en rotation, émet un rayonnement électromagnétique. Ça fait partie des théories de l'électromagnétisme, et c'est aussi ce qu'on utilise par exemple dans des antennes. Les antennes, les électrons parcourent des mouvements dans une antenne ou bien dans une bobine et produisent des champs magnétiques ou des champs électromagnétiques. C'est donc très bien connu, et les charges électriques, donc c'est les protons et les électrons dans le plasma de la photosphère, sont en mouvement continuel sous l'agitation thermique à 6000 degrés, se heurtent en permanence, subissent des chocs, des accélérations brutales, et donc émettent du rayonnement correspondant à ce niveau d'énergie d'agitation thermique. On définit en physique un corps idéalisé appelé corps noir. Alors, qu'est-ce qu'un corps noir? Un corps noir, c'est simplement un corps qui est à l'équilibre thermique, température constante, homogène, ce qui est à peu près vrai pour la surface du Soleil, environ 6000 degrés partout, et stable, et qui absorbe tout rayonnement. Donc ça peut paraître plus étonnant, parce que le Soleil est très brillant, mais en fait il absorbe bien tout rayonnement. Le rayonnement qu'il émet, bien sûr, s'en va, mais un rayonnement qui rêve vers le Soleil est très bien absorbé. La raison en est que c'est un gaz. Les rayonnements pénètrent facilement dans du gaz. Ce gaz est composé en plus de particules chargées qui interagissent très bien avec le rayonnement, et donc ces rayonnements sont très vite absorbés. Exactement comme le rayonnement de la zone radiative qui est absorbé. Donc le Soleil, malgré les apparences, est un très beau corps noir. Évidemment, il n'est pas noir. Mais il correspond très bien à cette définition. On démontre assez facilement, dans la théorie de la thermodynamique, la démonstration est assez simple en fait, que le rayonnement émis par un corps noir, donc il émet, donc un corps humain émet environ des infrarouges, on est à 37 degrés, je vous ai parlé des pièces de métaux que l'on chauffe et qui deviennent orange, puis qui sont rouges, puis orange, puis jaune, puis d'un blanc brillant. Ce rayonnement est fonction uniquement de la température du corps. C'est un rayonnement, on le dit rayonnement du corps noir. On parle aussi du rayonnement de Planck. Même si ce n'est pas lui qui a tracé initialement, c'est la courbe observée expérimentalement. Et quand on compare au Soleil, cela correspond à un corps d'environ 6000 degrés, en fait, et plus exactement 5800 degrés. Il y a énormément d'énergie lumineuse, visible,
émise par le Soleil, mais en fait, le plus d'énergie, ce qui est surtout émis, ce sont des ultraviolets, y compris des ultraviolets très durs, ce qu'on appelle les UVC. Il y a les UVA, ceux qui font bronzer, les UVB, qui provoquent les coups de soleil, et les UVC, très dangereux. Heureusement pour nous, la Terre a une atmosphère fort épaisse. Et en plus, notre atmosphère contient beaucoup d'oxygène. Ce qui veut dire qu'il y a de l'ozone au-dessus. L'ozone étant une forme particulière de l'oxygène. Au lieu de former une molécule avec 2 atomes d'oxygène, l'ozone contient 3 atomes d'oxygène. Et l'ozone, de la haute atmosphère, absorbe très très bien les ultraviolets. Et donc nous protège. Nous ne sommes pas grillés par les ultraviolets. Notons, petite anecdote, l'histoire du trou de la couche d'ozone. Il était produit par les CFC. Les CFC, qui sont des chlorofluorocarbones, des molécules qui étaient produites, qui sont toujours produites, par l'industrie chimique, et qui étaient utilisées abondamment comme fluide réfrigérant dans les frigos, les surgélateurs, et également dans les bombes aérosols. Alors pourquoi on utilisait ça? Parce que c'est une molécule très stable. Très très stable. Et donc, elle ne se dégrade pas, et à cause de sa forte stabilité, elle est aussi non toxique. Le corps ne la dégrade pas. Et donc, on ne peut pas l'assimiler et s'empoisonner avec. C'était une molécule idéale. De plus, ses propriétés comme gaz propulseur ou comme gaz réfrigérant étaient plutôt exceptionnelles. Donc, on l'a abondamment utilisé. Et donc, ils en ont retrouvé beaucoup dans l'atmosphère. Ceux-ci sont montés, les CFC sont montés dans la stratosphère, et là, on a payé le prix de la stabilité. Cette molécule étant très stable, elle a commencé à s'accumuler dans la stratosphère sans être dégradée. Et là, elle est entrée en contact avec les ultraviolets durs venus du Soleil. Et par réaction chimique, a commencé à détruire l'ozone. Cette réaction inattendue, évidemment, on ne s'attendait pas à ça au départ, a commencé à provoquer ce qu'on a appelé le trou de la couche d'ozone. En fait, 2 trous. Les deux trous étant situés essentiellement au niveau des pôles. Ce phénomène est saisonnier, dû au courant aérien. Il y a souvent un affaiblissement ou un petit trou au niveau des pôles, mais là, le trou s'est mis vraiment à grandir et a notamment atteint le trou de l'Antarctique était le plus gros et il a atteint l'Australie. Et l'effet ne s'est pas fait attendre. Le taux de cancer de la peau chez les gens qui avaient le malheur d'aller bronzer sur les plages aux alentours de Canberra ou de Sydney, le taux de cancer de la peau a grimpé en flèche. On a vu aussi une baisse de la productivité des plantes, des cultures. On se protège assez facilement des ultraviolets avec les crèmes solaires, des vitres, etc. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas éviter un peu d'exposition. C'était donc très dangereux. Heureusement, les nations, pour une fois n'est pas coutume, ont réussi à toutes s'entendre. C'est très rare dans l'histoire. Je crois que c'est une des très rares fois, avec peut-être la signature des droits de l'homme ou des choses comme ça, où toutes les nations se sont entendues. Ils ont dit, ah oui, d'accord, on a fait une grosse connerie, là. Donc, arrêtons de larguer des CFC. Et ils l'ont fait. Ils ont trouvé d'autres remplacements. Pas toujours idéal, hein. Des gaz propulseurs avec du butane, qui a aussi les bonnes propriétés, à part qu'il a défaut, il est inflammable. Il faut faire gaffe avec des aérosols. Mais au moins, on a réglé le problème du trou de la couche d'ozone. Celui-ci, c'est d'ailleurs presque entièrement résorbé. Et nous sommes à nouveau protégés de ces méchants ultraviolets durs qui viennent du Soleil. Quand on observe la zone d'émission, donc la photosphère, cette fine couche qui émet de la lumière, pourquoi cette couche est-elle fine? Parce que justement, comme je vous l'ai dit, le Soleil absorbe bien les rayonnements. C'est un gaz, les rayonnements pénètrent, c'est des particules chargées, donc c'est bien absorbé. Et donc forcément, un rayonnement qui serait émis ici en plein dedans, mais il ne s'est pas sorti, il est absorbé. Donc ce n'est vraiment que dans la fine couche extérieure que ce rayonnement est émis. Et si on observe donc ces granules dont je vous ai parlé. Ils font environ 1800 km de diamètre en moyenne. Ils sont serrés les uns contre les autres.
du fait d'être serrés les uns contre les autres, ça leur donne des formes polygonales et qui se forment, déforment constamment parce que c'est constamment en train de remuer et c'est plutôt chaotique. C'est aussi dans la photosphère que se forment les trous, à savoir les taches solaires. Au-delà de la photosphère, il y a une zone qu'on pourrait qualifier de atmosphère du Soleil, appelée chromosphère. C'est une zone plus ténue de gaz, de 1500 km d'épaisseur, et qui fait environ 4500 degrés. Du fait qu'elle est un peu plus froide, on ne la voit pas bien à l'œil nu, sauf dans un cas, quand il y a une éclipse solaire. Si vous avez déjà eu la chance d'observer une éclipse totale, par beau ciel bleu, qui devient noir évidemment dès qu'il y a l'éclipse, quand le soleil est entièrement caché par la lune, on ne voit plus que cette zone, on ne voit plus que la chromosphère. Et on voit brusquement apparaître cette zone qui ressemble à une draperie lumineuse autour de la lune, donc autour de ce disque noir, c'est cette zone de chromosphère. Et c'est donc aussi un moment idéal pour l'étudier, puisqu'alors on n'est plus gêné par la lumière de la photosphère. Cette zone est chauffée essentiellement par les mécanismes de reconnexion magnétique dont nous avons parlé. Elle est très hétérogène, essentiellement parce que ces reconnexions se font un peu de manière aléatoire au niveau des tâches. Il y a des éruptions solaires qui viennent tout bouleverser, donc la zone de la chromosphère est assez turbulente et assez disparate. Puis au-delà de la chromosphère, on a une zone encore plus ténue, d'un gaz très fin, appelé couronne solaire. Alors, la couronne solaire fait 2 millions de degrés. C'est très chaud. Très très chaud. C'est essentiellement dû au fait elle est très 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 ténue. Les particules sont plus séparées les unes des autres, donc entrent moins facilement en collision et donc perdent moins facilement de l'énergie. Elle est très transparente, donc ne correspond pas du tout à un corps noir. Et elle est par contre chauffée aussi par ses reconnexions magnétiques et donc atteint une température relativement élevée. Fort élevée, même 2 millions de degrés. Elle est aussi, elle suit essentiellement les arches du champ magnétique. Donc la couronne forme de grandes arches de gaz très très ténues, très très hétérogènes, avec 2 grands trous au niveau des pôles, et des arches de gaz qui grimpent le long de ces lignes et qui sont le siège des éruptions solaires. Elle fait environ 50 000 km de long, donc elle est très grande. À comparer quand même aux 700 000 km de rayon du Soleil. Alors, au-delà de la couronne, il y a pratiquement plus de gaz, plus rien, sauf le vent solaire. Ces particules chargées électriquement, qui s'échappent en grande partie lors des éruptions, ou simplement à cause de l'agitation thermique, un peu comme une évaporation, et qui sont accélérées par les champs magnétiques. Ce vent de particules, surtout des électrons et des protons, forme un vent de particules qui balaye tout le système solaire et dont les particules se déplacent à des vitesses qui sont entre 300 et 700 km par seconde. C'est des particules très rapides. Notons que l'espace est un milieu hostile. Les astronautes ne peuvent pas rester trop longtemps hors de leur vaisseau spatial. Ils sont protégés dans leur vaisseau spatial du vent solaire, les particules venant simplement frapper la coque de leur vaisseau. À l'extérieur, c'est plus nocif, et leur casque possède aussi des visières très opaques qui leur permettent de filtrer ces ultraviolets très durs venant du soleil et qui leur grilleraient facilement les yeux. C'est vraiment un milieu hostile. Et lors
d'éruptions qui provoquent des bouffées de vent solaire particulièrement intenses, ou de fragments de ce gaz d'éruption solaire qui vient vers la Terre, les astronautes doivent impérativement regagner leur vaisseau, éventuellement se mettre dans une zone sécurisée où des parois plus épaisses vont les protéger de ces particules chargées extrêmement violentes, extrêmement dangereuses. C'est pas un milieu où il fait bon vivre. Voilà, alors il nous reste un mécanisme à examiner, nous verrons ça dans la vidéo suivante, c'est comment se forme le champ magnétique, d'où vient le champ magnétique du Soleil. Je vous remercie.